Dans cette vidéo, nous allons parler de conception et de spécification de protocoles applicatifs. Pour illustrer le processus, nous allons considérer l'exemple d'une calculatrice en ligne. Une calculatrice en ligne, c'est simplement un logiciel serveur qui accepte des requêtes de clients pour effectuer des opérations arithmétiques, des additions, des multiplications. L'objectif ici, c'est de définir un protocole de communication qui va être utilisé par les clients pour envoyer des requêtes au serveur et par le serveur pour renvoyer des réponses aux clients. Nous allons commencer par décrire une structure générique qui peut être utilisée pour décrire n'importe quel protocole applicatif et nous allons ensuite l'appliquer pour notre cas particulier pour décrire le protocole des calculatrices électroniques. La structure que nous proposons ici est composée de 4 parties. Dans la première partie, nous allons faire une introduction générale au protocole. C'est là où nous allons expliquer quels sont les objectifs du protocole et où nous allons décrire de manière générale la structure d'une conversation entre un client et un serveur. Dans la deuxième partie, nous allons rentrer dans les détails et nous allons commencer par énumérer les différents messages qui sont échangés par le client et par le serveur. Nous allons décrire la syntaxe de ces messages et finalement expliquer comment ils peuvent être parsés par les composants réseau. Dans la troisième partie, nous allons traiter les aspects qui sont spécifiques au protocole. C'est là où nous pourrions parler de sécurité, d'extensibilité, de traitement d'erreurs par exemple. C'est aussi là où nous pouvons parler de sémantique et expliquer comment le client et le serveur doivent se comporter quand ils reçoivent des messages d'un certain type. Finalement, la dernière partie de la spécification va constituer à décrire des exemples de conversation. Des exemples de conversation normales où tout se passe comme prévu, mais aussi des exemples où des erreurs de communication surviennent. Par exemple, que se passe-t-il quand un client envoie une requête mal formée au serveur? Nous allons maintenant prendre ces éléments point par point et proposer une solution. Vous allez voir que la spécification pour ce protocole, qui est évidemment très simple, va être relativement courte, mais elle doit être suffisamment détaillée pour permettre à 2 développeurs qui travaillent respectivement sur l'implémentation d'un client et sur l'implémentation d'un serveur de développer des logiciels qui sont interopérables, qui arrivent à communiquer selon ce protocole. La spécification doit donc être exhaustive et traiter tous les détails. Commençons par le premier point, l'introduction au protocole. Voici notre proposition. Dans l'introduction, nous commençons par décrire les objectifs du protocole. Le protocole calc a été conçu pour que des clients puissent soumettre des opérations arithmétiques à des serveurs de calcul au travers d'un réseau TCP/IP. Tout serveur conforme à cette spécification doit être capable de réaliser des additions et des multiplications. Il peut offrir des opérations supplémentaires. La liste des opérations supportées par le serveur est fournie au client lors de la connexion. Ici, on ne décrit pas encore exactement comment cet échange va se passer, mais on a une première idée de l'interaction entre les 2 composants. Nous décrivons aussi le fonctionnement général. Le protocole calc utilise le protocole TCP comme protocole de transport. Le port 3101 a été choisi comme port par défaut. Après avoir accepté une demande de connexion, le serveur envoie la liste des opérations qu'il supporte au client. Le client peut alors envoyer un nombre arbitraire d'opérations. On voit donc que dans notre spécification, on a décidé que c'est le serveur qui va commencer à parler une fois que la connexion entre les 2 composants a été établie. Pour chaque opération, il envoie un message compute dans lequel il fournit une opération et 2 opérandes. Quand le serveur reçoit un message compute correct, il fait le calcul et renvoie un message result en fournissant le résultat. Si le message reçu n'est pas correct, il envoie un message error en spécifiant la nature de l'erreur. De nouveau, on verra la syntaxe précise de ces messages plus tard, mais on a déjà commencé à énumérer, à lister les différents messages. Quand le client n'a plus de calcul à faire, il envoie un message quitte et ferme la connexion TCP. Le protocole calc est sans état. Le serveur n'a pas besoin de garder des données en mémoire entre le traitement de 2 messages envoyés par un client. Ça, c'est un point important. Vous voyez que malgré le fait que
on ait une connexion TCP, qu'au travers de cette connexion TCP, on puisse envoyer plusieurs opérations. Entre chacune de ces opérations, le serveur ne doit pas garder un état, ne doit pas garder des variables en mémoire. C'est une propriété qui est importante. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième partie de la spécification, où nous allons énumérer les messages qui sont échangés par le client et le serveur, et décrire leur syntaxe. Voici notre solution. Quand on implémente une application client-serveur en utilisant la socket API, le client et le serveur vont lire et écrire des flux de bytes. Au niveau applicatif, on est obligé de segmenter ce flux de bytes en messages applicatifs. En d'autres termes, quand un client reçoit des bytes émis par le serveur, il doit avoir le moyen de détecter qu'il est arrivé à la fin d'un message et qu'il va pouvoir le traiter. Il y a différentes techniques pour pouvoir faire ça. Ce que nous avons utilisé ici, c'est une technique où on a un protocole ligne à ligne. On s'est mis d'accord sur une séquence de caractères, CRLF, caractères ASCII 13 et 10, pour indiquer la fin d'une ligne. Le premier message qui est défini dans notre protocole, c'est le message welcome. Ce message est envoyé du serveur au client immédiatement après que la connexion TCP ait été établie. Le message est constitué de plusieurs lignes. Après avoir lu la première ligne, le client va tomber sur une deuxième ligne dont la valeur est toujours Available Operations. Puis il va lire un nombre variable de lignes jusqu'à ce qu'il arrive sur une ligne dont la valeur est trait d'union espace End Operations. Le nombre de lignes entre les deux va dépendre du nombre d'opérations qui est supporté par le serveur. Chacune de ces lignes indique le nom d'une opération mathématique, un espace et une valeur numérique qui indique le nombre d'opérandes à envoyer avec l'opération. Un exemple de ce message, on a welcome, suivi de CRLF, notre première ligne qui indique le début des opérations, 3 opérations, et finalement end operations. Le deuxième message défini dans notre protocole, c'est le message compute. Ce message est envoyé du client au serveur pour soumettre une opération. Il est défini par une opération et 2 opérandes. Les 2 valeurs sont séparées par un espace. Par exemple, compute add de 45 est utilisé pour demander au serveur de faire une addition des valeurs 2 et 45. Result, c'est un message qui est envoyé du serveur au client, et c'est ce qu'on va utiliser pour retourner le résultat d'une opération. Le message est défini par la chaîne de caractères result, suivi d'un espace, suivi du résultat calculé par le serveur. Par exemple, result espace 47 est la réponse qui serait envoyée par le serveur au message que nous avons vu juste avant. Le quatrième message défini dans le protocole, c'est le message error. Il est également envoyé du serveur au client, mais cette fois-ci, c'est dans le cas où le client a envoyé une requête qui est invalide. Dans ce message, on a la chaîne de caractères error, suivi d'un espace, suivi d'un code d'erreur numérique, suivi d'un espace, suivi d'une description textuelle de l'erreur. Par exemple, error, espace 300, espace unknown operation, est envoyé du serveur au client dans les cas où le client a demandé à faire une opération qui n'est pas connue, qui n'est pas supportée par le serveur. Finalement, le dernier message défini dans le protocole, c'est le message quit, qui est envoyé du client vers le serveur pour indiquer qu'il n'a plus d'opération à effectuer et que la session peut être terminée. On voit donc que dans notre protocole, c'est le client qui prend l'initiative de terminer la session quand il n'a plus de travail à donner au serveur. Nous pouvons maintenant passer à la troisième partie de la spécification et décrire les éléments spécifiques du protocole. Voici ce que nous proposons. Nous avons défini 3 éléments spécifiques à notre protocole. Premièrement, les opérations supportées. On indique que chaque serveur qui est conforme à notre spécification doit au minimum implémenter les opérations add et mult. Extensibilité, on dit aussi que chaque serveur peut implémenter des opérations supplémentaires. Toutes les opérations qui sont supportées par un serveur doivent être communiquées du serveur vers le client au moment de la connexion dans le message welcome que nous avons vu avant. Finalement, nous précisons le traitement d'erreur et nous définissons 2 codes standards, 300 dans le cas où le client a envoyé un message qui est syntaxiquement correct
mais où l'opération n'est pas supportée par le serveur, et 400 dans le cas plus général où la requête envoyée du client au serveur ne respecte pas la syntaxe du protocole. Nous pouvons terminer la spécification dans la quatrième partie en donnant quelques exemples de conversation entre un client et un serveur. Voici nos exemples. Nous avons ici deux exemples. Le premier exemple qui montre que le client s'est connecté. Il reçoit le message « Welcome » du serveur. Le serveur supporte les opérations add, mult et une opération supplémentaire div. Le client va pouvoir envoyer des requêtes et demander à réaliser des calculs, et on voit une séquence d'échanges où à chaque fois on a le client qui envoie une opération, qui lit le résultat et qui passe à l'opération suivante. On voit ici dans cette notation que S indique que c'est le serveur qui envoie un message et le C au début de la ligne indique que c'est le client qui envoie le message. Le deuxième exemple, c'est un exemple où on a des erreurs, un client qui envoie des messages qui ne peuvent pas être traités par le serveur. Dans le premier cas, le client a demandé à faire une division, mais cette division n'est pas possible, n'est pas supportée par le serveur. On reçoit donc un code 300. Et la deuxième erreur, c'est une erreur où le message est complètement incorrect, il n'est pas syntaxiquement valide, et on reçoit donc une erreur 400. Dans cette vidéo, nous avons vu comment spécifier un protocole applicatif simple. Évidemment, beaucoup de protocoles de communication applicative sont beaucoup plus riches que cet exemple de calculatrice, et les spécifications sont donc plus longues. Mais la structure générale, les éléments qu'on va retrouver dans la spécification se retrouvent d'un protocole à l'autre. Sur la base de cette spécification, il est maintenant possible à des développeurs d'implémenter aussi bien des clients que des serveurs. Ces logiciels peuvent être développés dans des langages de programmation différents. Nous avons défini un protocole de communication qui permet à ces logiciels de communiquer et d'interagir.